Bonjour Patrick Artus. Bonjour Nicolas. Bienvenue, économiste conseiller économique de la société de gestion Osiam. C'est vous qui vous intéressez beaucoup à la productivité, la question me passionne. Vous avez publié « Quelle France en 2050 face aux grands défis en Europe et dans le monde » chez Odile Jacob. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Le retour de Richard Nixon, c'est le titre de votre chronique dans les Échos du jour. Vous avez fondé le Cercle des économistes et vous présidez l'association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet à Aix-en-Provence pour la 25e édition. Vous avez publié Un monde de violence et après 14 propositions pour éviter une crise mondiale chez Erol. Bonjour Philippe Manière. Bonjour. Président de VSolis Communication, auteur du Pangolin et de l'ISF, Comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. Bon, il y a 60 propositions faites par la CNAM pour économiser 4 milliards d'euros en 2026 sur un montant de dépenses de santé d'environ 260. Ça semble peu, mais on n'a jamais réalisé un tel effort budgétaire. Mon parti pris ce matin est de dire que même si la première dépense de la nation, ce sont les retraites, en fait, c'est une dépense qui se déforme peu d'année en année et sur laquelle il n'est pas évident d'aller réaliser des économies. Ou alors on sort la massue absolue de la non-indexation des pensions. Tandis que les dépenses de santé, la deuxième dépense publique en France, eh bien, elle est capable de se déformer considérablement, même du 1er janvier au 31 décembre, et qu'il y a là la possibilité de réaliser des économies de dépenses structurelles. Qui partage mon point de vue que c'est là où les économies de dépenses existent ? Qui veut commencer ? Je suis très admiratif de la CNAM, même si l'organisation même de notre système de santé est défaillante. Il y a toute une série de problèmes que la CNAM n'a pas encore évoqués. Qui dirige les hôpitaux ? Comment fonctionne la gouvernance même, qui joue un rôle majeur ? Mais je trouve que cette première proposition de baisse, qui est une nouveauté, c'est exceptionnel. C'est presque aussi important. Baisser de 4 milliards. Oui. 4 milliards, en tout cas, j'allais dire plus symboliquement, comme vous l'avez dit, ça ne représente que peut-être une somme infime par rapport aux dépenses, qui vont augmenter de manière très significative, comme chacun sait, puisque avec le vieillissement, tout ça est quand même, je trouve, positif, au moment où sur les retraites, on a un peu le sentiment que nos 14% sont intouchables. Les 14 points de PIB, ouais. Ils sont intouchables. Ou alors, dans ces cas-là, on décide qu'on appauvrit quelqu'un. Oui, mais Philippe Manière, allez-y. Mais l'idée que c'est la santé où il y a une capacité d'économie de dépenses structurelles. Je pense que c'est assez difficile pour la raison la raison double suivante. La première, c'est que, comme vous le savez, derrière chaque niche, dans chaque niche, il y a un chien, etc. Et derrière chaque euro, il y a un bénéficiaire. Et donc derrière chaque dépense sociale, il y a un bénéficiaire. On a bien vu ce qui s'est passé avec le transport sanitaire récemment. C'est-à-dire que vous avez quand même chaque fois des gens qui sont intéressés à la dépense. Ça vaut pour beaucoup de dépenses, mais je crois que c'est particulièrement vrai en matière de santé. Et il y a quelque chose qui, pour le coup, est encore plus vrai en matière de santé, c'est la difficulté médiatique qu'il y a à opérer dans ce secteur. C'est-à-dire que si vous avez cadré serré par une télévision vaguement hertzienne, vaguement à grande écoute, une vague personne qui peut se plaindre parce que sa santé a été mise en péril à raison d'un manque de dépenses publiques, la réforme est morte. La santé, et on peut le comprendre, c'est sacré, ça n'a pas de prix. Voilà, on ne devrait pas... Le nombre de slogans débiles qu'on a vus tous sur ce sujet-là, débiles, oui, enfin facile en quelque sorte, débile non, bien sûr, évidemment il faut sauver les gens qui sont malades, mais si vous voulez c'est très très facile de ridiculiser, de décrire comme étant particulièrement inhumaine une économie en matière de santé. Je pense qu'en matière de retraite, si vous dites on reporte l'âge de la retraite ou bien alors on désindexe, c'est vrai que ça passe pour désagréable, il y a des gens dans la rue, etc., mais on n'a pas l'impression qu'on va mettre en péril la vie des gens, en tout cas pas de la même manière. Les économies sur les dépenses de santé, moi je trouve que c'est très difficile pour la raison que je viens de dire. Je ferais peut-être une exception quand même sur quelque chose d'ailleurs qui est mentionné dans la source que vous évoquiez, qui est les arrêts maladie. Les arrêts maladie ont absolument explosé. Le temps d'arrêt maladie moyen a explosé. Le nombre d'arrêts maladie délivrés a explosé. Et tous les spécialistes de la question savent qu'en fait, ils sont très généralement délivrés par un assez petit nombre de médecins. On sait que, pour des raisons sur lesquelles je préfère ne pas aller pour ne pas désobliger, un certain nombre de médecins délivrent très volontiers des arrêts maladie, les renouvellent et les font très longs. Il y en a 500 identifiés comme étant des très gros exactement. Moi, je veux bien qu'on me raconte ce qu'on veut. Je ne vois pas pourquoi on ne regarde pas ça de plus près. Et là, pour le coup, il n'y a personne qui a
quoi que ce soit à y perdre, si ce n'est des tricheurs. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que ça serait pas mal que les tricheurs y perdent. Mais donc je crois moi à ça. C'est mentionné et c'est exactement. Et c'est la seule chose que je crois potentiellement féconde en termes d'économie. Et il se trouve que la morale y trouverait son compte. Faut pas se gêner. Oui, mais le truc, c'est qu'on ne fait pas 4 milliards d'euros d'économie avec les arrêts maladie. On peut en faire beaucoup. On peut peut-être en faire beaucoup. Ouais. Il y a effectivement 8,4 millions d'arrêts indemnisés pour 6 millions de bénéficiaires et la durée des arrêts maladie, après les contrôles menés par la CNAM, dans la moitié des cas, les arrêts longs ne sont pas justifiés. Non. Bon. Et il y a 500 médecins, effectivement, parmi les plus gros prescripteurs, à qui il sera demandé de réduire de 20% le nombre d'arrêts délivrés, d'indiquer impérativement le motif d'arrêt et d'utiliser des formulaires sécurisés de manière à éviter les fraudes, mais aussi limiter la durée des arrêts maladie, 1 mois maximum quand on sort de l'hôpital et 15 jours pour la médecine de ville. Sauf que c'est forcément une série de petits ruisseaux qui peuvent faire une grosse rivière d'économie. Ouais. Et il y a est-ce qu'on peut continuer à avoir le reste à charge le plus bas des pays de l'OCDE, par exemple? Il y a des questions comme ça qui devront se poser, ou à utiliser les urgences, parce qu'on ne veut pas aller chez le médecin généraliste pour ne pas avoir à payer la consultation. Patrick Artus, la santé, la source d'économie est là. Oui, alors, si on regarde les dépenses de santé cette année, enfin, on a l'ONDAM, qui est l'augmentation autorisée des dépenses de santé, c'est 3,4%. On va avoir une hausse du PIB de l'ordre de 1,5, 1,7%. Et donc la dépense de santé à structure inchangée croît beaucoup plus vite que le PIB. On n'a pas 1,5 donc ce n'est en 2020. Si, avec en valeur. Ah oui, d'accord. On a 1 d'inflation et 0,7 de croissance en volume. Donc 1,7 contre 3,4, donc c'est du simple au double. C'est ça. Donc spontanément, la dépense de santé augmente plus vite. On est d'accord. Et alors, il y a des réformes structurelles et puis effectivement, il faut empiler des petites réformes. Alors donc, je suis d'accord sur ce qui a été dit sur les arrêts de maladie. Le taux d'absentéisme dans le secteur privé est au-dessus de 6%. Il était de l'ordre de 4% en 2017. Hein. Donc il y a une hausse très forte de l'absentéisme. Il y a des arrêts de maladie longs. Il y a les transports médicaux, alors qui est un vaste débat dont la dépense a explosé. Et donc il faut avoir deux approches, je crois. Il faut contrôler, alors ça paraît mesquin, mais contrôler toutes ces petites dépenses finalement, et pour empiler des économies de ces petites dépenses. Et puis, je crois qu'il faut réfléchir aussi à des réformes plus structurelles. Alors, on sait, par exemple, que les coûts de gestion des mutuelles sont considérablement supérieurs aux coûts de gestion de la CNAM, de l'assurance maladie. Et donc, il y a une réforme structurelle qui est de supprimer les mutuelles. Hein, et donc de surtout pas mettre en concurrence l'assurance maladie. Pas, mais non, parce que les mutuelles... faire un monopole définitif faire un monopole d'assurance maladie qui est bien géré, qui a des coûts de gestion bas, beaucoup plus bas que les mutuelles. Les mutuelles, pour beaucoup, n'ont pas la taille critique, sont trop petites. Et donc, vous dupliquez les coûts de gestion. Vous avez des directeurs financiers, des contrôleurs, etc. Et donc, première réforme, supprimer les mutuelles. Alors, je ne veux pas me faire des... Tu vas faire d'amis, là. Ou alors inciter les mutuelles au regroupement pour éviter la multiplication de petites mutuelles qui ont des coûts de gestion très très élevés. Oui. Deuxième solution, c'est d'avoir des forfaits beaucoup plus élevés et liés aux revenus. Un reste à charge plus important. Un reste à charge, mais lié au revenu, pas systématique. Donc, vous gagnez tant, vos X premiers euros de dépenses de santé annuelles ne sont pas remboursés. Voilà. Mais ensuite, de toute façon... les Allemands, d'ailleurs. Mais de toute façon, vous n'éviterez pas qu'une partie croissante de la dépense de santé soit prise en charge par les individus. Alors, si on regarde dans le système des mutuelles, ce qu'on transfère aux mutuelles aboutit en hausse de prix des mutuelles. Si on interdit aux mutuelles de prendre en charge un certain nombre de risques, les individus devront payer plus. Donc de toute façon, il va falloir réfléchir à l'équité de ce transfert de la CNAM vers les individus. Quoi. Ça c'est quand même des grosses réformes structurelles. C'est ce que font les Allemands au-delà de 2 ou 3%. Enfin, vous avez un reste à charge qui atteint 2 ou 3% de vos revenus. Oui. Et évidemment, si vous avez des revenus plus importants, ce reste à charge est plus important. Jean-Hervé Lorenzi. Oui, je rajoute... J'imagine la réaction des mutuelles si vous leur dites que leur business est terminé. Hein. Vous allez voir les cures thermales à qui on est en train de dire qu'on ne va plus rembourser les cures thermales. Ils vont nous faire une opération taxi sanitaire. Hein. Oui. Ils sont peut-être je trouve que c'est très intéressant de revenir sur les dépenses, les réorganisations structurelles, celles qui sont évoquées par Patrick.
sont en réalité des objets assez difficiles, parce que la bagarre entre la CNAM, Monopole et les mutuelles, on n'est pas sorti d'auberge. Et puis, si on fait ça, d'ailleurs, on ne peut pas débudgéter la CNAM, quoi. Donc, en plus. Non, mais il n'est pas imbécile de se demander pourquoi on a deux payeurs différents pour un seul acte. Je rajoute juste que dans les débats, la prise en charge, il va y avoir, on est aujourd'hui environ à 6% de dépenses santé qui sont consacrées aux seniors. Ça va augmenter. Pour des raisons évidentes. Alors, je ne parle pas de dépendance, qui, de toute façon, dont les chiffres sont, pour le moment, en tous les cas, s'il n'y a pas d'évolution technologique forte, très très important, mais même les dépenses de santé. Une idée, entre autres, c'est que ce soit la génération 60, disons la première génération de seniors 60-75 ans, qui prennent en charge notamment une partie des dépenses de dépendance qui sont, elles, pour les plus de 82 ans, puisque c'est à partir de 82 ans en moyenne, que les gens qui sont dépendants le deviennent. Donc, on est quand même tout ça sont confrontés à une espèce de bouleversement qui est prise en charge, réorganisation. J'insiste sur le fait que les hôpitaux ne peuvent pas continuer à être dirigés par des fonctionnaires qui ne sont pas les médecins. Je crois que c'est plutôt mieux que ce soit des médecins qui dirigent les hôpitaux. Enfin, j'ai des tas de transformations pour lesquelles on est en tout début. Comme Philippe l'a dit, on n'a pas encore réellement attaqué le sujet des arrêts maladie, mais c'est surréaliste. Ouais. Tout le monde le sait. Je veux dire. On a essayé avec les jours de carence dans la fonction publique. Vous avez vu le résultat. Oui, il n'y a pas que la fonction publique. Il y a eu un recul pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir, sur chaque euro économisé, vous allez avoir une menace de motion de censure, à tous les coups. Sans compter les résistances corporatistes des différents secteurs. Pardon, vous nous invitez à parler de réforme. Évidemment, je pense que tout le monde peut se mettre d'accord en 20 secondes ici. Aujourd'hui, aucune réforme n'est possible. Donc, si on en parle, c'est dans l'hypothèse où un changement politique, lequel qu'il soit, nous permettrait d'envisager des réformes. Là, maintenant, rien, absolument rien n'est possible. C'est le délice de cette situation. Alors, délice, enfin moi personnellement qui suis un peu libéral, comme vous savez, je trouve généralement très bien que l'État ne fonctionne pas. Donc d'ailleurs, quand vous regardez, la Belgique, qui est très habituée à ne pas avoir de gouvernement, a de très belles périodes de croissance quand il n'y a pas de gouvernement. Le gouvernement sert beaucoup à enquiquiner le monde. Donc quand il n'y en a pas, il y a moins d'enquiquinement. Il se trouve que la France ne peut pas se payer ce luxe parce que nous avons absolument besoin de tailler dans la dépense et de réduire nos déficits. C'est une situation exceptionnelle. D'habitude, c'est bien de ne pas avoir de gouvernement. Aussi, hein. Non, mais non, beaucoup moins que nous. D'habitude, on peut se permettre de ne pas avoir de gouvernement, c'est même bien, même si c'est minoritaire en termes de prévalence dans le temps. Et là, nous sommes dans une situation où, exceptionnellement, nous avons besoin d'un Parlement pour nous faire mal, pour réduire depuis 1215, comme vous le savez, on a un petit soupçon que le vote de l'impôt et la démocratie sont vaguement liés. Et donc là, si on veut optimiser le budget, ce qui est vital pour le pays, sinon la France est juste morte, il nous faut un Parlement. C'est une contrariété, mais pour une fois, nous avons besoin d'un Parlement et d'un gouvernement. Là, on n'en a pas, on n'a rien. On n'a pas de gouvernement et on n'a pas de Parlement. Donc, encore une fois, là, on discute, vous nous invitez à débattre dans l'hypothèse où on en aurait un. Sinon, on peut s'arrêter tout de suite, on peut s'en aller, tout le monde va gagner du temps, mais on ne peut aujourd'hui rien faire. Alors, moi, je reviens quand même un instant parce que je trouve que ce qui a été dit sur les mutuelles est très juste. Les mutuelles, enfin, c'est pas toutes les mutuelles, je ne parle pas des mutuelles d'assurance, il faudra distinguer code de la Sécu, code des assurances, peu importe. Mais tout le monde des mutuelles complémentaires est de notoriété publique, d'une efficacité limitée pour des raisons de taille, pour des raisons d'usus. Je vais parler pudiquement, le lien avec les réseaux. Il y a quand même pas mal de gens dont l'utilité n'est pas absolument incontestable dans ces organisations-là. Donc tout ça est vrai. Par ailleurs, moi je crois quand même beaucoup aux vertus de la concurrence. Et donc je trouverais dommage qu'on supprime les mutuelles pour des raisons d'efficacité. C'est même une forme d'oxymore. Donc moi, ce que je recommanderais, c'est qu'on ait quelque chose que je crois qui a été suggéré tout à l'heure par Patrick, plus ou moins, ou peut-être par Jean-Hervé, pardon. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer d'avoir des établissements qui remboursent au premier euro, tous, mais qui soient plusieurs. C'est-à-dire ce qui se passe dans toute la zone germanique ou à peu près. En gros, vous choisissez votre Sécu, qui fait également complémentaire, enfin qui en tout cas n'a pas besoin de complémentaire, parce que la Sécu rembourse du premier euro au dernier auquel vous avez droit, mais il y a plusieurs Sécu possibles. Et donc, c'est de la mise en concurrence. C'est de la mise en concurrence, mais d'établissements qui ne sont ni complémentaires ni principaux, qui sont universels, qui remboursent tout. Bonjour, je suis votre assureur santé, je vous rembourse de premier euro, aujourd'hui payé par la Sécu en monopole en France, au dernier, aujourd'hui payé par une myriade de petites mutuelles qui n'ont pas la taille critique et dont la gestion n'est pas le souci obsessionnel. Mais donc, ça n'est plus financé par une cotisation prélevée sur les salaires, c'est financé par un choix des assurés d'aller vers tel. Oui, on a le choix d'une Sécu en quelque
quelque sorte. Philippe, avec le danger qu'il y aura de la sélection. Adverse. Il y aura des Non, mais non, parce que ça se régule, ça. Les mutuelles globales que vous souhaitez trieront dans leurs clients. Mais non, parce qu'on oblige, c'est-à-dire qu'on interdit le refus, etc. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez l'obligation pour les banques d'ouvrir un compte. On peut tout à fait imaginer un système. Encore une fois, une grande partie de l'Europe germanique fonctionne comme ça doit être possible. Où vous avez le choix d'une sécu, vous choisissez votre sécu et les sécu ne peuvent pas vous refuser toutes. Donc oui, bien sûr, il y a ce problème de la sélection adverse et de l'écrémage auquel il faut pourvoir, mais c'est théoriquement possible. Et ce qui est intéressant, c'est que exactement cet objectif idéal est exactement le contraire de celui qu'on a. Aujourd'hui, on a de l'inefficacité pour cause de multiplicité des acteurs et on n'a pas de concurrence. Il faut quand même le faire. Donc on a le pire système possible. Il faut juste faire le contraire. Souvent, il faut faire le contraire. Encore deux mots. Monsieur, un mot et on avance. Mais monsieur, c'est très important. Tu as trouvé des mots au tout début qui étaient très chaleureux sur l'importance de la santé. C'est vrai que le risque majeur, c'est la sélection sur la santé. C'est quand même ce sera en tout cas la critique. La sélection et la sélection. Je rappelle juste les ordres de grandeur. La FNMF, qui regroupe l'ensemble des mutuelles santé, c'est 32 millions de personnes qui sont ouvertes, auxquelles se rajoutent toutes les institutions de prévoyance, c'est-à-dire les très grosses, la mondiale, etc. Donc on touche le cœur du sujet. Après que le débat ait lieu, et notamment sur l'efficacité, sur les petites mutuelles, etc., ça paraît tout à fait légitime. Et puis après, il y a le débat. C'était AXA qui avait lancé, il y a maintenant une quinzaine d'années, cette idée de concurrence forte sur les dispositifs de santé. Ça fait plus que ça, je crois, oui. C'était un jour Christian Parizeau qui nous avait décrit par le menu une autre solution pour mettre effectivement de la concurrence dans les systèmes de santé, à avoir un socle de base universel pour tous et passer à un certain niveau de revenus notamment, eh bien, se tourner vers des acteurs privés, mais qui n'ont plus de lien avec l'assurance maladie. Attention à la sélection. Oui. Voilà. Je crois qu'on a tous les trois dit. Toujours le même problème, le risque effectivement d'avoir l'accusation de la justice ad vides. Et on n'y coupera pas, quoi qu'il arrive. Oui, et puis le système américain, très coûteux, qui ne fait rêver personne. C'est à peu près le système américain, c'est-à-dire il y a un plancher, Medicare, Medicaid, et puis il y a des assureurs privés, hausse des prix des médicaments, hausse des prix de tous les praticiens, de tous les médecins, des hôpitaux, absence. Personne ne se sent responsable du contrôle de ce système. Et donc, il ne faut absolument pas aller vers le système américain. Et il est très coûteux. Il coûte une fois et demie, presque 2 fois plus cher que nous, le système américain. Et donc, il a ses zones d'excellence. Excellence en médecine. Et quand vous avez beaucoup d'argent aux États-Unis, vous êtes excellemment soigné, évidemment. Mais quand vous avez beaucoup d'argent. Alors avec Medicaid et Medicare, on a quand même une protection pour les plus faibles, mais elle n'est pas la même. Il y a 10% des Américains qui n'ont aucune protection maladie. Oui, dans les 10%, pardon, il y en a la moitié qui choisissent de ne pas en avoir. Si vous êtes quelqu'un... Mais faut le dire quand même. C'est des gens qui travaillent dans des petites entreprises. Oui, il y a des gens qui subissent l'absence de protection, mais il y en a la moitié qui font le choix éclairé de ne pas s'assurer parce qu'ils disent, moi j'ai 25 ans, la probabilité que je sois malade et que ça coûte très cher est faible, je préfère ne pas payer. Donc c'est toujours pareil, il faut regarder de près. Mais ce qu'on peut dire, là pour le coup, vous avez complètement raison Patrick, c'est que le système américain n'est pas probant. Il coûte extrêmement cher et il est inégalitaire. Personne n'en voudrait ici. Probablement que dans notre système de protection sociale... Philippe a bien évoqué le fait qu'il y a des différences de gestion, mais on a quand même en Europe, ça fait partie de notre système, de nos systèmes sociaux, c'est la prise en charge de tous les individus dans des conditions qui sont, j'allais dire, très respectueuses de la prise en charge, y compris des plus fragiles. Beaucoup de choses doivent être imaginées et mises sur la table en termes de réforme des systèmes sociaux et des dépenses sociales. Objectivement, on peut dire ce qu'on veut de la santé, mais quand on a un pépin en France, on est pris en charge et correctement pris en charge. Et on est soigné. Et on a tous des potes qui sont rentrés en France se faire soigner parce que justement, ils vivaient dans d'autres pays où c'était beaucoup moins accueillant. Quelle est la bonne solution? Qui aura le courage d'aller vers le système décrit par Philippe ou celui décrit par Patrick? On verra. Il va y avoir une censure. Enfin, le risque de censure du gouvernement existe, Patrick Artus. Moi, je me suis demandé si ça risquait de réveiller des tensions sur la dette publique de la France. Oui, je parle à beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas en vue une disparition du gouvernement Bayrou. Comment ça, n'ont pas vu? C'est pas dans leur grille d'analyse aujourd'hui. Ils pensent que le gouvernement va tenir, et que Bayrou va réussir à faire quelques réformes. Qu'il y aura la réforme des retraites va tenir et qu'il y aura effectivement des baisses de dépenses publiques
qui ont été évoqués par Amélie de Montchalin. On voit qu'il faut faire baisser les dépenses publiques en volume pour respecter les objectifs 2026. Et donc, pour la communauté des investisseurs croit que la France va redresser sa situation budgétaire et va passer un budget effectivement très restrictif. Alors, si ce n'est pas le cas, je crois qu'il y aura vraiment un choc. Parce qu'à nouveau, les gens n'analysent pas un risque politique portant sur la France aujourd'hui. Et donc, alors ce choc, bon. La France, c'est quand même un grand pays. Enfin, je veux dire, c'est pratiquement la moitié des émissions de dette publique de C'est un grand pays de dette, oui. Oui, mais ça rend solide parce que quand on a un tout petit pays, on peut arrêter d'en acheter. Arrêter d'acheter de la France pour un investisseur, c'est extrêmement compliqué. Et donc, d'ailleurs, on a 71 points de base d'écart de taux d'intérêt à 10 ans entre la France et l'Allemagne ce matin. La dissolution, ça n'a pas trop bougé. Oui, et quand on regarde les données fondamentales, le déficit, la dette, etc., les perspectives, on devrait être plutôt autour de 150 points de base. Oui. Donc il y a un effet qualité. D'abord, l'Agence France Trésor fait très bien son travail, donc il y a une qualité de la dette, de la gestion de la dette. Et puis, c'est trop grand. C'est pas too big to fail, c'est too big to sell. C'est trop grand pour le vendre. Et donc il n'y aura pas de catastrophe sur la dette publique française, mais probablement, on va progressivement avoir des déconvenues politiques arrivant jusqu'à les élections de 2027, alors là, personne n'a d'élections de 2027 en vue aujourd'hui. Et donc, probablement, le schéma, c'est une hausse progressive et tendancielle des écarts de taux. Ce que vous dites, Patrick Artus, me rappelle cette formule, quand tu dois 1 million à ton banquier, c'est ton problème, mais 1 milliard, ça devient quand même du banquier. On marque une pause, on y revient dans un instant. Il va y avoir de la concurrence avec le Bund allemand quand même. Oui. Ça peut quand même un peu changer la donne. Est-ce que le dollar est immortel ? On va en parler avec vous, Jean-Hervé Lorenzi, dans un instant, au terme de la chronique que vous avez signée en page 10 des Échos aujourd'hui. On se retrouve dans un instant.